sommes vendredi et le vendredi, Europe 1 ne vous laisse pas fermer l'œil de la nuit avec un taratata spécial Johnny Hallyday ce soir que vous retrouverez aux alentours d'1h20. Mais pour l'heure, c'est vous qui allez pouvoir donner de la voix si vous le souhaitez au 39 21 où vous serez accueillis sous les applaudissements d'Assiba et de Quentin avec côté son celui qui sait mettre le feu au studio Coluche, et oui, c'est Philippe Chartier bien sûr. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr, nous envoyer vos messages au 7 39 21, je répète 7 39 21. On a récupéré comme ça hier, petit à petit on va vous chercher des fidèles. Prune, Brigitte, il nous manque encore, j'avais vu qu'il y avait des messages d'Osiris qui continuent à envoyer sur l'ancien numéro, donc 7 39 21. D'autres parmi vous qui envoient mais les messages n'étaient pas signés donc je peux pas vous dire, notez bien 7 39 21, c'est simple, c'est comme le numéro du standard mais vous rajoutez le 7 devant en commençant le message par le mot nuit. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Marinette. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marinette, vous vouliez revenir sur le témoignage de Didier qui est intervenu hier soir et qui voulait fêter avec nous un anniversaire important pour lui puisque c'était ses 1 an hier d'abstinence, 1 an d'abstinence à l'alcool, vis-à-vis de l'alcool. Oui. Alors, oui, donc j'ai longtemps hésité avant de vous appeler parce que ça fait longtemps quand même que que je vous écoute le soir sur Europe 1. Et oui, en fait, c'est parce que, si vous voulez, depuis que je suis née, en fait, ma mère est victime justement de cette... je vais pas dire une maladie parce que voilà, comme vous le disiez hier, ce n'est pas une maladie, mais justement de ce problème justement d'alcool. Et donc mes parents se sont séparés justement à cause de ça, parce que mon père ne supportait plus justement les comportements de ma mère vis-à-vis de ça. Et donc voilà, c'est quelque chose que je peux pas en parler avec ma mère puisqu'elle elle se considère pas justement comme une personne alcoolique, et c'est assez dur de parler d'alcool justement parce que c'est un sujet tabou qu'on a entre nous, et donc voilà, c'est... Oui, elle ne reconnaît pas, elle n'admet pas qu'elle a ce problème-là avec l'alcool. Vous avez quel âge, vous, Marinette ? Moi, j'ai 19 ans. Oui, vous êtes très jeune, hein ? Vous avez toujours connu votre mère dans cette problématique-là ? Oui, donc... mais comment avez-vous fait petite, enfin, parce que vos parents se sont séparés, vous aviez quel âge ? Donc, ils se sont séparés lorsque j'avais 2 ans, et donc, comme ma mère justement avait ce problème-là et qu'elle n'arrivait pas à m'assumer quand j'étais petite, en fait, j'ai été tout de suite confiée à mon père. Oui, ben oui. Et donc, je la vois toujours que pendant les vacances. Et je m'en suis rendu compte il y a 2-3 ans que justement elle avait ce problème-là, parce qu'avant j'étais trop jeune pour comprendre tout ça, et donc depuis que je le sais, on va dire depuis que je m'en suis rendu compte, c'est assez dur parce que je la vois boire justement devant moi, et parce qu'en fait comme elle se sent pas victime justement de cette indépendance, elle se cache pas en fait pour justement boire, et moi je la vois quand je la vois pendant les vacances, donc justement c'est tous les soirs le même rituel, et je sais pas comment aborder le sujet parce que je voudrais qu'elle s'en sorte justement, parce que j'en ai parlé à mon père justement de ce problème-là, et il m'a dit que déjà quand il l'avait rencontré c'était comme ça. Et donc ça fait quand même assez longtemps, je pense, et son corps ne va pas le supporter, je pense, encore très très longtemps. Donc j'aimerais. Quel âge a votre mère ? Elle a 44 ans. Oui.
Elle est encore jeune, oui. Et comme elle fume beaucoup aussi depuis qu'elle a 15 ans, donc son corps subit beaucoup de choses, donc je me demande... Et vous voulez dire, donc elle s'alcoolise en grande quantité devant vous, jusqu'à être finalement perdre, c'est-à-dire que vraiment après tenir vraiment des propos très incohérents. Oui, c'est voilà. Ça oui. Et ça commence. Oui, elle ne dissimule pas, elle ne se cache pas. Non. Dans la journée ici, parce que voilà, c'est pas dès le matin, elle va pas nous montrer qu'elle va prendre un verre de vin par exemple, mais à partir de 4h, 5h de l'après-midi, pour elle ça devient normal, donc là, à partir du moment-là, elle se cache plus. Oui. Et moi je le reconnais à son comportement, à son haleine aussi, je sais très bien quand elle vient de boire un verre, je le sais très bien, je le reconnais. Donc je me demande comment je pourrais aborder le sujet parce que j'ai essayé de différentes façons et à chaque fois ça n'a pas été la bonne, quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que de par en tant qu'enfant, elle va, si vous voulez, elle va rejeter le fait que vous vouliez avoir une autorité sur elle. Oui, parce que je sais que plusieurs personnes déjà de notre famille... parce qu'elle reste votre mère malgré tout. Oui, mais oui, voyez, même si elle a ce problème grave avec l'alcool, il n'empêche qu'elle reste votre mère. Et donc, à ce moment-là, quand vous lui tenez ce discours parce que vous l'aimez, et parce que pour vous, évidemment, ça vous fait beaucoup de peine de la voir s'abîmer comme ça, et vous avez envie vous aimeriez pouvoir l'aider, et que c'est terrible pour vous d'être dans cette impuissance. Donc vous aimeriez trouver les paroles justes pour l'aider, mais votre mère, évidemment, elle voit en vous sa fille. Donc venant de la part de sa fille, elle peut pas l'entendre de toute façon, pas plus d'une autre personne, parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose en elle. Alors en revanche, peut-être ce qui serait important pour vous, c'est que vous puissiez parler je sais qu'il existe des groupes de parole pour les conjoints de personnes comme ça qui s'alcoolisent, ou les enfants. Alors je ne sais pas si aux alcooliques anonymes, je pense qu'ils en organisent. Ça vaudrait peut-être la peine de les contacter. Il y a aussi une association qu'on va vous donner hors antenne qui s'appelle Il ou elle boit, que dois-je faire, que vous pourriez, où il y a des permanences téléphoniques, où vous pourriez trouver un soutien, peut-être des conseils. Vous voyez, parce que si vous voulez, ce qui est toujours très éprouvant, c'est que sinon, vous tombez dans un système, quand on est avec quelqu'un de dépendant comme ça, soi-même, quand on veut aider, on devient aussi codépendant. Oui. Parce que justement, j'aimerais qu'elle arrête de se détruire, parce que pour moi, elle se détruit. Et j'ai déjà essayé d'y aller, d'aborder le sujet, on va dire, gentiment et calmement, et j'ai aussi essayé en étant un peu moins diplomate, on va dire, et ça s'est très mal passé, et depuis on n'en a plus jamais reparlé. Donc et vous connaissez un peu du côté de votre famille maternelle, il y a des personnes qui pourraient être un peu des personnes relais. Vous connaissez un peu l'histoire de votre mère, finalement. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle en est arrivée là? Parce que, au fond, quelle a été son histoire, son enfance, qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Parce que c'est toujours, il y a une histoire derrière, une souffrance derrière tout ça. Je sais
que elle n'a jamais connu son père, donc je ne sais pas si ça pourrait venir de là. Mais je sais qu'il y a 4 ans, elle a augmenté, on va dire, sa consommation d'alcool suite à un conjoint à elle, justement, qui était devenu très violent parce qu'il avait aussi ce problème-là. Et justement, pour s'en sortir, elle buvait plus. Elle a beaucoup plus bu qu'avant. Oui, Marinette, là je vous perds un petit peu. Je vous entends moins bien. Allô ? Oui, mais il y a 4 ans, alors si, bon, elle a rencontré un conjoint qui lui-même était avait des problèmes de violence, d'alcool, et ce qui n'arrange rien. Mais vous savez, le rapport comme ça, elle était déjà dans ce problème-là avant. Donc c'est quand même le fruit de son histoire. Et il y a quelque chose qui s'est construit beaucoup plus précocement. Moi, je pense, Marinette, que vous ne pouvez pas... Je sais que ça va être difficile pour vous à entendre, mais vous ne pouvez pas l'aider, elle. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous aider un peu vous. Parce que vous-même, du coup, ça fait que vous avez une histoire compliquée. Parce que, de part du fait de l'histoire de votre mère qui est en souffrance, vous avez été privé de sa présence. Donc ça, c'est compliqué. Parce que oui, je sais que j'en avais déjà parlé justement donc avec ma grand-mère qui est sa mère et qui a aussi remarqué ce problème parce on veut tous un petit peu se rendre aveugle vis-à-vis d'elle et se dire qu'elle n'a pas de problème. Mais je sais que ma grand-mère et moi, on en discute. C'est la personne avec qui je peux en discuter et qui a remarqué aussi ce problème. Et elle m'a dit que de toute façon, du moment qu'elle ne s'en rendait pas compte elle-même, qu'elle était dépendante de l'alcool, on ne pouvait pas l'aider. C'est difficile de... C'est très difficile, oui. C'est très difficile. Mais ce qui ne veut pas dire, vous savez que... il n'est pas impossible qu'à un moment, il n'y ait pas quelque chose, un événement qui se produise, qui fasse que votre mère... que ça fasse un élément déclencheur. Réagisse, oui, et décide de prendre soin d'elle, vous voyez, de se soigner, quoi. Oui, oui. Oui, c'est pas... on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Elle a un médecin. Est-ce qu'elle a un médecin quand même? Est-ce qu'elle est suivie sur le plan de sa santé par ailleurs? Ben pas vraiment parce qu'elle fait pas tellement attention justement à sa santé parce qu'elle sait très bien que c'est qu'il n'y aurait pas de bonnes nouvelles justement si elle commence à s'en occuper, je pense. Oui, c'est un peu le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une négligence de son état général. Oui. Donc elle n'a pas vraiment de médecin traitant attitré. Non. Parce que sinon, ça aurait été le cas, il aurait été possible de voir un peu avec son médecin traitant, essayer... Parce qu'il est toujours possible de... quand même un peu régulièrement d'en reparler, d'essayer quelque chose. C'est parfois plus... les personnes entendent mieux venant de personnes extérieures, se sentent moins jugées. Oui. De la part de personnes extérieures. Donc, pas voir vis-à-vis de la famille, mais plutôt un médecin, par exemple. Oui, un médecin, oui. C'est pour ça que je vous demandais. Mais c'est vrai que souvent, les personnes qui ont vraiment des problèmes lourds comme ça avec l'alcool se négligent beaucoup sur le plan de leur santé. Mais bon, elles peuvent évidemment, comme tout le monde, avoir des problèmes de santé, classiques, et puis des problèmes liés à leur alcoolisme. Donc être amené à consulter. Donc avoir quand même un médecin. Il n'y a pas longtemps, elle a dû aller se rendre à l'hôpital parce qu'elle a fait une chute. Elle s'est cognée la tête et elle a dû aller passer des IRM et tout. Et
Et justement, elle m'en a jamais reparlé, donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont pu lui dire ou s'il y avait un rapport quelconque. Enfin, je sais pas. Oui. Il y a Cathy qui dit, est-ce qu'elle a une vie sociale? Est-ce qu'elle a une vie professionnelle? Oui, elle a à plusieurs reprises, elle a perdu son travail. Je suppose que ça a dû être sûrement à cause de ces problèmes-là. Mais elle a retrouvé un travail il y a pas longtemps. Elle est remariée depuis 2 ans maintenant. Et elle a des amis qui l'entourent. Elle est pas toute seule, on va dire. Ça, c'est important. Elle a plus de raison, on va dire, d'être malheureuse comme elle l'était avant. Son mari, comment vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Je m'entends très bien avec lui. Et lui ne s'alcoolise pas? C'est justement ce qui me fait le plus peur, c'est parce qu'il est dans le même problème. Ah oui. Ah oui, j'ai envie de dire, pour supporter quelqu'un qui est dans un tel stade comme ça d'alcoolisation, je vois pas comment sinon il pourrait faire, oui. Donc là, malheureusement, oui, donc ils vont pas céder. Hein. Non. Il a ce problème également. Oui, voilà. Mais ce qui n'empêche qu'ils sont quand même, malgré tout, je les vois quand même heureux ensemble. Oui. Et c'est déjà quelque chose qui me rassure. Oui, c'est ça. Il y a quand même, elle n'est pas seule. Non. Elle n'est pas seule. Il y a quand même, bon. Donc, un soutien et des amis. Alors des amis, mais des amis qui peuvent aussi être des amis qui eux-mêmes ont ces difficultés-là. Je les connais pas tellement parce que je ne vais qu'en vacances chez elle et puis elle en profite pour rester un maximum avec moi. Et je sais que le peu d'amis à elle que j'ai pu déjà rencontrer ou avoir des contacts avec, je sais qu'ils n'ont pas. Enfin, j'ai pas remarqué ce problème-là, quoi. Parce que souvent alors. Ça dépend. Hein. Après, il faut se garder de faire des généralités, mais c'est la grande difficulté, notamment avec l'alcool, quand les amis que l'on peut se créer, ce sont des amis que l'on a que l'on fréquente en fréquentant les cafés, les bistrots, et donc voilà, cette vie sociale, ça peut être aussi ces personnes-là que l'on fréquente. Hein. Donc alors on peut aussi avoir gardé des amis d'avant de cette plongée, mais l'alcool a des effets aussi tellement dévastateurs. Hein, Didier nous en parlait aussi hier. Isole tellement parce qu'au fond le symptôme boisson prend toute la place, que c'est très difficile pour quelqu'un qui ne s'alcoolise pas de maintenir un lien. Tellement la boisson prend toute la place. Alors peut-être qu'il y a des amis qui peuvent malgré tout être qui peuvent soutenir. Et puis peut-être que son mari, alors lui, on ne sait pas, pourrait à un moment lui dire ça suffit, j'arrête. Il peut y avoir quelque chose aussi ensemble. C'est pas ce qui peut se passer. Qui décident en fait ensemble pour se soutenir mutuellement un peu. Ou c'est peut-être... Oui, je ne sais pas. Donc, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a un ami, en tout cas celui que je connais le plus, justement, est sorti de ce problème-là il y a 4-5 ans. Et il a réussi à tenir. Donc justement, comme Didier hier, pour lui c'est une victoire. Et je sais que c'est un très bon ami justement à ma mère et à son conjoint. Donc peut-être que avec l'aide de cette personne, s'il décide, je sais pas. De toute façon, pour le moment, vous ne pouvez pas, l'aider. Vous pouvez déjà trouver, je pense, un lieu pour parler, vous, un peu, être soutenu. Oui. Parce que je pense que c'est important pour vous et ça vous aidera à peut-être un peu être un peu moins avec ce sentiment d'impuissance.
et de culpabilité par rapport à votre mère. Oui. C'est vrai que parce que je peux pas en parler justement comme ça avec les personnes qui m'entourent parce que c'est pas quelque chose dont on parle facilement. Mais c'est compliqué parce que vous avez un besoin de vous avez un grand manque en vous aussi. Oui. En l'aidant, Marinette aussi, votre mère, vous vous rapprocheriez aussi de cette maman idéale au fond, dont vous rêveriez et qui vous a fait défaut. Oui. Hein? Et bon, c'est cela qui est difficile. Et c'est peut-être de cela aussi dont il faudrait un peu pouvoir parler. Oui. Voyez, parce que c'est difficile pour vous. Oui. Parce que on a parlé beaucoup de votre mère et finalement peu de vous et de la petite fille qui a été privée de mère du fait des problèmes qu'avait votre mère. Or, ça compte ça, ce manque que vous avez eu en tant que petite fille. Oui, c'est vrai que j'ai jamais eu... parce que beaucoup de personnes dont les parents divorcent, beaucoup d'enfants se retrouvent avec leur mère. Et moi, je sais que j'ai très bien vécu avec mon père. J'ai des liens très forts avec lui. Oui, et, heureusement. Et c'est ça, je pense aussi, justement, qui m'a permis de bien grandir, entre guillemets, parce que c'est vrai que le manque d'une mère, on va dire que c'est assez difficile. Oui. Oui. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais suivre votre conseil et puis essayer d'aller en parler avec des personnes justement qui pourront peut-être m'aider déjà à en parler plus pour me libérer un peu. Oui, je pense que je pense que ça vous aidera vous beaucoup. Oui. Alors peut-être aussi par rapport quand même aux demandes, je parlais de, je ne sais pas, je pense que les alcooliques anonymes proposent aussi des groupes de soutien pour les familles, mais sinon il y a l'association Il ou Elle boit, que dois-je faire? Alors c'est que dois-je faire tout attaché .free.fr, que dois-je faire tout attaché .free.fr, et il y a des antennes régionales. D'accord. Voilà. Donc, oui. Sinon devant c'est http de petits points et de barres / pardon. Oui. Mais bon, ça voilà. Merci. Voilà, Yannès qui dit les amis proches de votre mère pourraient éventuellement lui parler, la soutenir, mais vous, il est clair que vous ne pouvez pas l'aider. Et puis il y a Lali qui dit il faut surtout vous protéger, Marinette, et en tout cas vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande clairvoyance. Et puis le subversif qui dit oui, c'est difficile de se résoudre à abandonner un rêve de reconnaissance qui vous appelle en souffrant. L'épreuve est rude. Et oui, c'est ça, ce besoin d'être reconnu finalement, hein, aimé, reconnu, aimé d'elle, parce que au départ, il y a quand même eu le fait que, du fait qu'elle est en souffrance, elle n'a pas pu s'occuper de vous. Oui. Hein, il y a eu elle n'était pas là quand vous étiez petite. C'est justement ce que mon père lui reproche et lui reprochera toujours, c'est qu'elle n'a pas été là alors que toute mon enfance, quoi. Elle a pas été vraiment présente comme il aurait fallu. Oui, mais c'est vrai que si vous voulez... c'est pour ça qu'il est aussi important en parlant. Je pense que si un jour vous parlez enfin de vous, un peu de votre histoire d'enfant, de petite fille, ça vous amènera forcément à parler de cette histoire familiale, de l'histoire de votre mère, et de comprendre
peut-être aussi, qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là ? Parce qu'il y a aussi une histoire. Alors, je comprends le point de vue de votre père, parce que ça n'a pas dû être simple pour lui. Il avait épousé votre mère avec des projets d'avenir. Il vous avait conçu, ils s'aimaient, ils étaient amoureux, il vous avait conçu, et puis ce rêve s'est brisé. Et se retrouver comme ça, avec cet espoir brisé, vous, toute petite fille à élever, ça n'a pas dû être simple pour lui. Pour autant, peut-on reprocher à quelqu'un d'être enfermé dans une aussi grande souffrance ? Oui. Parce que comme le dit Clémence qui envoie un SMS, les addictions, quelles qu'elles soient, sont un drame tellement personnel. Oui. Bon. Alors je remercie Ava qui dit les groupes d'entraide pour les enfants sont les Alatines. Et alors merci Ava qui dit voir sur www.alcooliqueanonyme.fr en cas d'urgence. On va vérifier le numéro avant de vous le donner parce que Ava a donné un numéro de téléphone, mais bon, je vérifie toujours avant qu'on le donne. Mais en tout cas, c'est Alatine, ALAT2EN. D'accord. Et puis c'est alcooliqueanonyme.fr, donc à latine. Et on va vérifier le numéro que nous a transmis Ava. Et sinon, après, je le donnerai à l'antenne. Valérie du Pas-de-Calais qui dit « Vous devez vous sentir bien désemparée. Je suis passée par là avec ma belle-mère. Il faudrait qu'elle ait un déclic, une motivation pour s'en sortir. Moi, ça a été la naissance de mes enfants. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne garderait pas mes enfants si elle ne s'en sortait pas. C'est la sainte prudence aujourd'hui, donc allez-y prudemment. Il ne faut pas qu'elle se braque. Vous feriez pire que mieux. Bon courage à vous. » Patricia qui dit « Bon courage à Marinette. Quelle maturité, quelle lucidité. Qu'elle prenne soin d'elle, surtout qu'elle en parle, qu'elle ne garde pas ça pour elle. Ce n'est pas de son fait. Qu'elle ne devienne surtout pas la mère de sa mère. » nous dit Patricia. Oui. Donc oui, c'est sûr que moi je lui reprocherai jamais parce que je l'aime trop justement pour lui reprocher de ne pas avoir été là. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je regretterai toujours. Je comprends, bien sûr. Je comprends, mais c'est ce qui est votre père vous a transmis beaucoup de choses parce qu'il vous a donné aussi et comme je vous le disais, même si évidemment pour lui ça a dû être aussi terrible, ça a été terrible pour vous, ça a été terrible aussi pour lui parce que il a aimé votre mère au point de vous concevoir et puis d'avoir ce projet de vie et puis malheureusement voilà, ça n'a pas été possible, mais il vous a permis quand même de garder ce lien avec elle pendant les vacances, de vous donner la possibilité de ne pas abîmer totalement son image et de vous donner la possibilité de lui reconnaître des qualités et de l'aimer. Oui, c'est vrai. Et ça vous aide beaucoup et on sent cette force que vous avez, elle vous vient aussi de ça et de ce que, comme vous le disiez, vous a transmis votre père, de cet amour aussi que vous a transmis votre père. C'est ce qui vous donne cette solidité intérieure qu'on entend. Oui, je pense, oui. C'est ce que dit d'ailleurs un petit message du Subversif qui dit « Notre jeune ami a une richesse dans sa lucidité et de la ressource à revendre venue du père. Elle lui parviendra. » On vous embrasse, Marinette. Merci beaucoup. Au revoir. On va vérifier le numéro de téléphone qui est que nous a donné Ava et puis on va vous rappeler pour vous le communiquer, d'accord ? D'accord. Donc je vous dis à tout de suite. Au revoir. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Caroline Dublanche sur Europe 1. Tom Dice, Me and My Guitar. Alors nous avons vérifié le numéro d'Ava, le 0820 32 68 83, qui est le numéro des alcooliques anonymes. Alors en même temps, on s'en est rendu compte après sur les adresses que nous avons nous, parce que toutes les lignes étaient occupées avant même que nous les donnions à l'antenne. Donc c'est le numéro des alcooliques anonymes 0820 32 68
83. Mais je vous dis, actuellement, toutes les lignes sont occupées. Gabrielle nous avait justement envoyé un petit courriel pour Didier qu'elle avait entendu hier soir en disant pour Didier qui fêtait 1 année d'arrêt de l'alcool avec nous, je me souvenais très bien de lui et de la détresse profonde qu'il exprimait lors de son premier appel. Hier soir, j'ai entendu quelqu'un qui avait retrouvé du sens à sa vie et qui a pu se retrouver au milieu de ses angoisses de mort mais aussi de vie et qui s'est libéré de sa culpabilité. Je l'ai trouvé très clairvoyant par rapport à lui-même. Chacun d'entre nous fait ce qu'il peut au jour le jour. Bon anniversaire et longue vie à Didier de la part de Gabrielle. Et puis Vanny également voulait souhaiter beaucoup de courage à Marinette. Qu'est-ce que j'ai d'autre Non, maintenant on va accueillir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'espère que je vais réussir à être suffisamment clair. En fait, ça faisait un certain temps que j'avais envie de vous appeler pour avoir votre avis éclairé et éventuellement des réactions d'auditeurs. Mais bon, ça m'embêtait de téléphoner parce que, par mesure d'anonymat, par volonté d'anonymat. Donc d'ailleurs, j'ai donné un faux prénom par rapport à ça. Et en fait, ce qui finalement m'a décidé à vous appeler, j'ai été bouleversé lundi soir quand Stéphanie est intervenue. Je me souvenais très très bien du passage de son papa. Et d'ailleurs, en passant, moi, il me semble qu'à la fin de son intervention, quand on a appris que la dame était mariée, il me semble qu'à ce moment-là, il y a eu un blanc. On a cru que la conversation était coupée. Je m'en souviens parce que comme ça me passionnait, je m'étais dit mince. Et il a repris le téléphone rapidement et il a fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et moi, j'ai le souvenir qu'il devait voir la dame le week-end suivant et c'était, je crois, un jeudi soir. Et j'ai le souvenir qu'il devait la voir samedi ou dimanche à Paris. Enfin, donc c'est pas tout à fait ce qui est. Enfin bon. Je dis ça au cas où Stéphanie aurait voulu des précisions. C'est pas aussi clair que ça. Non, nous avons eu. Non, c'était pas aussi clair que ça. Non, d'accord. Non. D'accord. Non. Bon, vous remarquez, ça remonte à. Oui, effectivement. Oui, ça remonte. Vous savez, la mémoire. Oui, ça joue des tours. Oui, la mémoire. Chacun reconstruit à sa façon. Oui. D'accord. En tous les cas, oui, voilà. Donc c'est vrai que moi, je vous avais contacté en août 2009. À l'époque, je vous avais appelé le lendemain de votre retour de vacances. Et j'ai été passé en fin d'émission et je vous avais expliqué à l'époque que ça faisait 10 ans que j'étais dans une totale solitude affective et que finalement ça me convenait plutôt bien puisque je me consacrais pleinement à mes activités professionnelles et que donc j'étais globalement très très heureux. Et suite au décès de ma mère qui était intervenu quelques mois plus tôt, je vous avais demandé si c'était éventuellement ça qui avait pu m'amener à me poser des questions sur est-ce que je suis pas quand même en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et bon, vous aviez dit des choses très intéressantes et notamment le fait que c'était évidemment un bouleversement, le décès de ma mère, surtout qu'elle était relativement jeune, et que ça pouvait effectivement justifier ce type de questionnement. Et bien que j'ai réécouté l'émission, etc., donc ça m'a beaucoup servi, mais en fait la situation n'a pas vraiment évolué depuis, puisque j'en suis toujours au même point. En revanche, et c'est pour ça que je faisais référence à l'histoire de ce monsieur, c'est qu'en fait il y a environ 1 an, suite à un concours de circonstances, j'ai été amené à rentrer en contact avec une jeune fille, par l'intermédiaire d'internet, par email. Et en fait, disons qu'elle avait eu connaissance d'une chose que j'avais écrite, qu'elle avait commentée. J'avais été très sensible aux commentaires qu'elle avait fait sur mon texte. Donc je lui avais écrit pour la remercier non pas d'avoir apprécié mon texte, ça c'était pas le sujet, mais d'avoir fait des commentaires aussi pointus, aussi précis, d'avoir compris exactement ce que j'avais voulu mettre. Donc ça m'avait quand même bluffé, parce qu'elle était très jeune et qu'elle ait compris à ce point. C'est-à-dire quel âge ? À l'époque, elle avait 17 ans. Donc j'avais été quand même stupéfait
qu'elle ait eu une telle maturité intellectuelle pour comprendre à ce point les subtilités que j'avais voulu mettre dans le texte. Donc voilà, j'ai juste écrit pour la remercier de ses commentaires et elle a été très surprise de ma démarche et elle m'a répondu et en fait on a commencé à échanger et voilà, en fait depuis un an on a échangé un certain nombre de mails, quelques courriers postaux également et donc on ne s'est jamais téléphoné, on ne s'est bien sûr jamais rencontré. En fait, au début, on avait des échanges de mails qui étaient assez fréquents, quelque chose assez fréquent. Là, depuis quelques moles par rapport à ces études, j'ai préféré de mon côté raréfier le plus possible les mails, histoire de ne surtout pas perturber ces études. En fait, on a une relation, je dirais, extrêmement intellectuelle, très amicale. Moi, je suis content de savoir qu'elle est quelque part en France et qu'à tout moment, éventuellement, je peux lui écrire ou elle peut m'écrire. Donc moi, elle m'apporte, voilà, c'est une petite, c'est un rayon de soleil de savoir qu'elle existe et qu'on s'entend bien et qu'on peut échanger de façon très très intéressante. En revanche, c'est vrai qu'à certains moments, le côté amical n'était pas forcément tout à fait clair. Il y a eu des moments où c'était un peu ambigu. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup moins ambigu en fait que dans les premiers temps. Et en fait, j'ai plusieurs questionnements. Déjà, alors, moi, je vous écoute. Comment ? Je vous écoute donc. Oui, déjà moi, dès le départ, quand j'ai senti au départ qu'il y avait une ambiguïté, ça m'a beaucoup perturbé. Une ambiguïté venant de qui ? Des deux côtés en fait. Vous avez quel âge, vous, Simon ? Moi, j'ai 42 ans maintenant. D'accord. Bon, j'en avais 41 à l'époque. Donc quand je dis ambiguïté, c'est-à-dire que voilà, quand je recevais un mail d'elle, disons que c'était pas neutre de recevoir un mail de sa part, et je pense que de son côté, c'était pas neutre non plus de recevoir un mail de ma part. Et au départ, ça a commencé parce que vous étiez. Elle a répondu à un de vos écrits. Elle a trouvé. Elle y a été sensible. Elle a commenté. Bon, ça aurait pu en rester là. Et puis. A priori, ça aurait dû en rester là. Ça aurait dû en rester là. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Complètement. Bon. Moi, ce qui m'a beaucoup. Alors maintenant, si vous voulez, on va en venir peut-être à vos interrogations pour voir un petit peu si je peux vous éclairer, puisque quels sont vos questionnements ? Déjà, c'est vrai que même si maintenant je trouve que la relation, c'est quand même, il y a beaucoup moins d'ambiguïté, c'est beaucoup plus quelque chose d'amical. Maintenant, dire que toute ambiguïté a été évacuée à 100%, c'est pas évident. Mais bon, on peut rester plusieurs mois sans s'écrire. On peut rester 2 mois, voire plus de 2 mois sans s'écrire. Donc c'est pas non plus. J'essaie vraiment de ne pas m'imposer du tout et de respecter ne serait-ce que ses études. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, il y a quand même une forme de culpabilité par rapport à la différence d'âge et surtout au fait qu'elle est très jeune. C'est ce que j'allais vous dire. Quand vous me parlez d'ambiguïté, excusez-moi, mais c'est pour ça que je vous demandais de la part de qui elle venait, parce que je suis quand même frappée par la différence d'âge et sur le fait qu'au départ, c'était un site où vous publiez quelque chose, elle réagit à ce que vous avez publié. Et attention de ne pas jouer avec les sentiments d'une adolescente. Non, mais je suis entièrement dans ces relations virtuelles. Vous êtes quand même un homme largement adulte. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, si maintenant... Non, mais je dis ça parce que moi, je vais en venir au fait, puisque là, on tourne un peu en longueur. Or, j'ai votre mail sous les yeux. Vous dites, au fond...
Vous dites que vous ne vous êtes donc jamais téléphoné ni rencontré, mais que peut-être dans quelques années après ces études, nous nous fréquenterons et vous quand même vous posez la question que si vous rencontrez personne d'ici là, vous vous demandez si elle vous plaît vraiment ou si vous vous servez d'elle pour combler vos manques. Alors au fond, j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il y a quand même chez vous une certaine lucidité, c'est-à-dire qu'est-ce que cette relation virtuelle vient combler? Et je suis quand même, vous faites référence à l'appel de cette jeune femme qui nous parlait de son père. Hein, ça a été votre entrée en matière. Oui, non, ça. Mais oui, c'est quand même votre entrée en matière. Donc, vous envoyez ce mail suite à cela. Donc, c'est pour ça que je suis quand même perplexe. Non, mais moi je suis pas du tout. On n'est pas du tout dans la même. Enfin, ça n'a rien à voir. Déjà, ce monsieur téléphonait à la dame plusieurs fois par jour. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que ça m'a. C'est vrai que ce témoignage de ce monsieur m'avait quand même. Ah bon, voilà, c'est la façon dont... Il y a de quoi être choquant, mais il y a de quoi être choqué. Mais oui, non, mais c'est vous qui avez fait référence et qui en avez fait l'entrée en matière. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces relations virtuelles et dans ce que vous projetez d'un avenir possible, de ce qui a démarré sur une relation où finalement une jeune fille répond ou... Pardonnez-moi, mais ça flatte quelque chose effectivement, c'est valorisant puisqu'elle répond. Elle trouve, elle écrit bien. Donc vous communiquez sur le même mode, c'est intellectuel. Bon, mais ça aurait pu en rester là. Mais de là, vous tricotez quelque chose. Et sur une jeune fille qui a sa vie à construire. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Non, mais il n'y a pas à vous excuser. Vous avez des manques, mais ces manques seraient à explorer. C'est-à-dire que, au lieu de passer votre temps à attendre. Ah, mais je passe pas du tout mon temps à attendre. Oui, mais à l'attendre, éventuellement. À attendre qu'elle ait fini ses études, comme vous me le dites, dans votre mail. Oui, mais c'est pas une attente au jour le jour. Je me dis peut-être dans quelques années, sait-on jamais, si. Oui, mais c'est un petit peu de la même façon, Simon, que au fond, passer, c'est ça, on fait toujours des choses en attendant que... Voyez, et finalement, on peut, c'est ça, écrire sa vie au lieu de la vivre. On peut écrire, oui, effectivement. Bah ça c'est même... Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ouais. De toute façon, vous pensez également que si de mon côté, je ne vis toujours rien sur le plan sentimental, donc bientôt ça fera 15 ans. Oui. Je ne serai plus du tout lucide pour savoir si je ressens des sentiments objectivement ou si c'est juste pallier un manque. Mais c'est-à-dire que ça interroge. Ouais, ça interroge. Vous êtes un homme jeune, vous avez 42 ans, et vous me dites que depuis 15 ans, alors vous me dites vous ne vivez rien. Ça fait depuis 99, mais ça fera 15 ans dans quelques années, quoi. Oui, mais vivre rien, alors c'est pas parce que vous n'avez pas de relation amoureuse, affective que vous ne vivez rien. Non, j'ai pas dit que je vivais rien professionnellement. Non, mais je reprends votre expression. Hein, vous venez de dire je ne vis rien. Et moi, je reprends en disant vous pouvez vivre, avoir une vie sociale, vous avez une vie intellectuelle, vous avez mais vous n'avez pas de vie, semble-t-il, amoureuse. Bon, or semble-t-il, il y en a pas. Voilà, donc il y a quand même une quête chez vous. De cela. Quête, je m'étais posé la question quand je vous avais appelé en 2009. J'ai pas apporté de réponse pour le moment. Ça interroge. Et finalement, il serait peut-être bon d'aller vraiment en parler, de comprendre pourquoi, plutôt que d'être dans un refuge derrière finalement des mails, des échanges qui vous comblent un moment, comme vous dites, c'est de savoir que cette jeune femme existe, c'est un soleil comme ça dans votre vie et c'est précieux. Et effectivement de savoir qu'il peut y avoir ces échanges, cette correspondance, de savoir que quelqu'un pense à vous et en plus que c'est quelqu'un qui écrit joliment et avec qui vous avez des affinités.
mais au fond, avec qui il n'y a pas de réelle relation. Non, aucunement. Donc, je pense que la véritable question... D'ailleurs, je ne la connais, je considère que je ne la connais pas du tout. Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, voilà, il n'est absolument pas question de sentiments amoureux ou quoi que ce soit. C'est absolument pas à l'ordre du jour. Là, c'était juste une dernière référence au monsieur qui disait qu'il était profondément amoureux d'une dame qu'il n'avait jamais rencontrée. Moi, si je n'ai pas rencontré personne, je n'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça du fantasme. On projette un fantasme, Oui. mais c'est absolument pas. Mais parfois, justement, en projetant beaucoup, on peut passer à côté de sa vie. Mais vous avez sans doute raison. Oui, sans doute raison. Maintenant, est-ce qu'éventuellement, en admettant que dans quelques années on se rencontre, est-ce qu'éventuellement, si réellement il y a toujours une affinité, ou encore plus dans quelques années une affinité, des affinités intellectuelles extrêmement pointues, quelque chose de très fort à ce niveau-là. Est-ce qu'ensuite, la différence d'âge, c'est forcément rédhibitoire à 100%? Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, Simon, parce que je ne suis pas, je ne suis pas voyante. Je ne vois pas dans l'avenir. Je ne vois pas dans l'avenir, donc je ne peux pas savoir. Et là, non, je parlais sur le plan psychologique, parce que ne me parlez pas de voyance. Oui, mais justement, moi, je suis psychologue, je suis pas voyante, donc je peux pas vous répondre dans l'avenir. Non, mais vous comme moi, on ne croit pas à la voyance. Donc mais non, mais vous êtes en train de me demander dans l'avenir. Non, c'est pas ça. Je demandais sur un cas pratique, est-ce que deux personnes qui auraient de profondes affinités intellectuelles, etc., est-ce que la différence d'âge, de toutes les façons, est rédhibitoire ou pas forcément? C'est ça ma question. Je parlais pas de mon cas en particulier, parce que je parlais d'un cas d'école. Et finalement, en fait. vous n'entendez pas ce que j'ai dit. J'ai pas parlé de ça. Je parlais de ces relations où je disais au fond, vous êtes en train de vous réfugier dans dans un vide, le vide dans un, voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc au fond, quand on est dans un vide, qu'il y a un manque quelque part, on peut le combler. Alors aujourd'hui, maintenant, ces échanges, on le voit dans certaines relations par Internet, ces échanges que l'on crée virtuellement avec certaines personnes qu'on n'a jamais rencontrées, et puis au fond, il y a des personnes que l'on peut croiser dans notre environnement proche et que celles-là, on ne les voit pas. Oui, moi, je n'ai pas non plus d'occasion de rencontrer des gens, mais... Ben oui, mais ça pose question aussi. Vous pensez ne pas avoir l'occasion de rencontrer des gens? Déjà, votre solitude, c'est là où vous n'entendez pas, c'est que votre solitude affective depuis bientôt maintenant une quinzaine d'années interroge. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une telle solitude affective? En fait, au départ, il se trouve que quand j'étais adolescent, donc à l'âge de 16 ans, j'ai eu une sorte de traumatisme, une sorte de traumatisme. Il y a eu une attitude de mon père vis-à-vis de moi qui était complètement une attitude de négation, comme si je n'existais absolument pas. Et en fait, pendant 2 ans, alors qu'on vivait ensemble, il ne m'a pas adressé la parole une seule fois, il ne m'a pas regardé une seule fois. Et je n'ai jamais eu d'explication, sauf ma mère qui parfois me disait il est dépressif, c'est pour ça que voilà. Mais moi, pendant ces 2 années-là où j'étais seul avec mon père et ma mère, j'ai cultivé les mots m'échappent. Un sentiment d'infériorité absolument terrible. Et je suis toujours dans ce sentiment d'infériorité terrible. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui soit... je suis inférieur à tout le monde, quoi. Donc, je pense absolument pas pouvoir plaire à une femme. Ça me paraît quelque chose de complètement inconcevable.
voilà, je n'imagine pas plaire à une femme. Et d'ailleurs, bon, je n'en croise quasiment jamais, mais a priori, Si, je n'ai jamais séduit personne. vous en croisez certainement, Simon. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas leur plaire. Et là, Ah bah, j'en suis quasiment persuadé. on a un début d'amorce. Là, vous ne l'avez pas croisé, simplement par ce que vous avez fait, écrit, cette jeune fille, elle vous renvoie que ce que vous avez écrit était très beau. Et elle vous renvoie, tout d'un coup, que elle répare un peu cette image très négative que vous avez de vous-même. Comment voulez-vous qu'il se crée pas une accroche, là, extrêmement, et que vous vous accrochiez pas à cela? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et vous avez beaucoup de choses à dire. Et c'est de tout cela dont il faudrait parler. Commencer à pouvoir réparer un peu cette image extrêmement négative que vous avez de vous-même. Et vous verriez qu'à ce moment-là, les femmes, vous les regardez, elles vous voient certainement. C'est vous qui passez en rasant les murs et qui pensez être invisible à leurs yeux. Vraiment. Ça, et le s'est passé problème quand de j'avais fond, 16 ans. il est là. Oui, mais ça vous poursuit. Ça vous poursuit malheureusement Vous croyez encore. qu'on Et c'est peut là-dessus qu'il réparer faut, ça? et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler pour, comme le dit joliment Lali, vivre votre vie au lieu de la rêver. Donc vraiment aller en parler. Bon travail, intervenir Simon. dans l'émission, Au revoir. Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Maya Barsoni, point virgule. Il est minuit sur Europe 1. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 avec en commençant vos messages par le mot nuit. Alors Cathy me dit, vous voulez soigner toutes les failles, c'est pas romantique. Bah oui, mais je ne suis pas là pour faire du romantisme, hein. C'est pas mon rôle. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des romans pour ça. Moi, je suis là pour essayer que l'on soit peut-être un peu plus clairvoyant, un peu plus lucide sur nous-mêmes. Je sais que c'est pas facile, mais après tout, chacun sa place. Et il y a également vos courriels sur le site europe1.fr. Et si vous voulez réagir en direct à un témoignage, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, à ce numéro 39 21 pour dialoguer avec nous. On va accueillir maintenant Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. Merci de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. Voilà, donc j'appelle un petit peu pour avoir votre avis, peut-être celle des auditeurs, à propos de ma maman. Oui. Parce que ma maman, elle a 93 ans. Et donc, elle est née en 18. Je précise ça parce qu'on voit mieux comme ça Oui. la génération. Oui, oui. Donc, c'est une femme qui a parcouru la guerre, qui a parcouru pas mal d'évolutions dans la société, mais qui a vécu toujours avec sa mentalité de cette époque-là, si on veut dire, quoi. Donc, en fait, elle a perdu son mari à la guerre. Ensuite, elle s'est remariée parce qu'il fallait pas qu'elle reste seule, je pense, à cette époque-là. En plus, mon père, il avait une fille qui avait la polio. Il était veuf, lui aussi. Il avait une fille qui avait la polio, donc c'était un petit peu pour s'occuper de la fille. C'était un petit peu ça. Et puis, c'est toute une vie où elle s'est occupée toujours de tout le monde, quoi. Il y avait toujours des problèmes dans la famille. Et donc, elle a passé sa vie à s'occuper de tout le monde. Alors, façon génération,
de cette époque, quoi. C'est-à-dire donner à manger, faire des tricoter, accueillir, avoir une maison pour accueillir, tout ce qui était psychologique ou ce qui était plus personnel, c'était pas tellement son problème, quoi. Oui. Puis en plus, elle s'occupait pas d'elle, quoi. Donc elle, lire, s'intéresser à quelque chose, aller voir un film, c'était pas du tout son truc, quoi. C'était toujours travailler pour les autres, travailler pour les autres, travailler pour les autres. Voilà. Donc elle a vécu comme ça, bon, avec mon père, qui est mort parce qu'il était un petit peu plus âgé qu'elle. Il est né en 1901, lui. Donc il est mort un peu plus tôt. Et donc elle s'est retrouvée un peu toute seule à partir de 80 ans par là. Et elle a continué à travailler parce qu'elle était active. Elle faisait des brioches, de bonnes brioches. Elle avait des muscles incroyables. Ouais. Pour nous faire des belles brioches bien montées. Là. C'était votre petite Madeleine à vous? Oui. Ouais. Elle m'en envoyait par la poste des brioches. Oui, il n'y avait pas Chronopost à ce moment-là, donc elle restait bonne, elle arrivait quand même. Ah oui, parce qu'elle était très bien faite et puis elle était battue suffisamment. Enfin bref, donc après, avec l'âge, forcément, elle a commencé à avoir des problèmes de santé, forcément. Elle a été opérée du cœur, elle a eu des problèmes de tension. Vous voyez un petit peu ce qu'on a à cet âge-là, quoi. Et elle a commencé un petit peu à se laisser aller et à ne plus s'occuper d'elle. Et à se laisser, pas volontairement, parce que c'est parce qu'elle voulait toujours nous faire des choses pour nous, mais jamais pour elle, quoi. Donc on lui disait, mais bon, maman, maintenant t'as eu des problèmes t'as une opération du cœur importante, tu te calmes, tu fais du jardin, mais à ton rythme, t'es obligé de porter 5 mètres carrés de patates, ça va, tu fais comme ça, quoi. Mais elle a continué, et puis au bout d'un moment, ça allait pas trop, elle a eu quelques incidents, et puis elle a commencé elle a toujours refusé les soins, donc elle a commencé à pas prendre ses médicaments qu'elle avait pour la tension, pour le cœur, ne pas aller voir le cardiologue, et puis ça a dégénéré un peu au fil du temps, quoi. Et donc elle a fini par avoir des problèmes importants, on a dû l'envoyer à l'hôpital en urgence parfois, quoi. Et puis je parle de parce que je parle de mon frère et moi, qui sont à peu près proches d'elle. Et au bout d'un moment, elle a fini par se retrouver en maison de convalescence, afin qu'on la remette un peu d'aplomb. Et puis, elle s'est cassé un col du fémur là-bas. On l'a ramenée à l'hôpital, opération du col du fémur. Elle s'est recassé un col du fémur, toujours dans cette maison de convalescence. Alors on s'est dit, ça va pas, on va chercher une maison de retraite qui soit bien. Donc on a trouvé une maison de retraite, elle était bien. Elle s'est cassé une hanche là-bas. Voilà. Et à chaque fois que elle s'est retrouvée dans cette situation-là, de fracture ou elle était un petit peu dans les vapes, quoi, parce qu'elle était un petit peu sous médicaments, tout ça. Et ça allait à peu près, quoi. Et à chaque fois qu'elle allait un peu mieux, je sais pas si je suis très clair, à chaque fois qu'elle allait un peu mieux, après un accident comme ça, eh bien, elle voulait à tout prix revenir chez elle, quoi. Et nous, on a dit, mais non, tu peux pas rentrer chez toi, parce que c'est une maison bizarre avec des escaliers et tout, tu peux pas. On a fini par la convaincre, mais à chaque fois qu'elle revient sur ce truc-là, eh bien, elle s'excite, elle s'énerve, et elle se refait mal quelque part. Retour à l'hôpital, retour à la maison de retraite, et tant qu'elle est sous calmant, elle est bien, elle est apaisée, tranquille, elle aime bien nous voir, on est bien. Et dès qu'elle va un peu mieux, à chaque fois, elle s'énerve, elle n'a pas envie qu'on s'occupe d'elle, parce que c'est une maman qui est pudique, hein. C'est à cette époque-là, qui n'a pas envie qu'on la nettoie, qu'on la lave, qu'on la mène aux toilettes, tout ça. C'est vous qui le faites? Non, elle est en maison de retraite. Donc, donc ce sont des professionnels. Elle était chez elle refusait toute aide extérieure, hein. On avait essayé de faire rentrer des assistantes à la maison, quoi. Elle voulait pas, quoi. Et moi, je sais faire tout ça, mais elle faisait pas, quoi. Mais vous dites,
c'est une maman qui avait une très forte personnalité, qui était très dure à la tâche, qui menait comme ça sa famille, sa maisonnée, qui s'occupait des autres et qui finalement c'est aussi beaucoup dans cette génération là quand même. Alors après on peut pas faire de généralité, mais il y a quand même c'est vrai que on retrouve ça quand même dans mon temps. Quand même beaucoup dans cette génération-là, comme vous dites, elle s'occupait pas d'elle finalement, elle se dévouait, elle se consacrait à ses enfants, à son mari. Elle s'appelait Marie-Madeleine, alors. Ben voilà, aussi. Avec un prénom pareil, ça explique bien des choses. Et donc, voilà, donc elle a jamais été intéressée par les livres, par la télévision même, ça n'intéresse pas, les films, rien n'intéresse, au niveau culturel, rien n'intéresse, quoi. Donc maintenant qu'elle se retrouve à rien faire dans un fauteuil à la maison de retraite, quand elle est un petit peu sous cachet parce qu'elle a eu un petit problème et puis une fracture de hanche, machin, elle est calme, ça va, et puis dès que c'est passé, elle reprend sa vie. Elle dit mais moi je veux mourir, quoi. J'ai rien à faire là. Je veux rentrer chez moi. Mais on dit mais maman, tu veux pas rentrer chez toi. Tu marches plus. Tu es en fauteuil roulant. Chez toi il y a des escaliers. Voilà, tu peux pas rester là. En plus elle est bien parce que c'est une bonne maison de retraite avec des gens qui sont sympas, qui s'occupent bien d'elle et tout. Mais voilà, donc moi je suis un peu embêté parce que j'ai été. Alors c'est ça un peu le fond de ma question, c'est que à chaque fois que je vais, moi j'habite assez loin d'elle, j'habite à 750 km, donc j'essaie d'aller, comme je suis un peu disponible, 10 jours tous les mois ou tous les 2 mois, et je passe avec elle du temps, donc je la motive, je la stimule, on parle de choses et d'autres, je la sors dans le parc quand il fait beau, voilà, et puis elle va mieux après, quoi, et dès qu'elle va mieux, paf, elle a envie de rentrer chez elle, elle n'a plus envie qu'on s'occupe d'elle. Alors voilà, moi je sais plus comment réagir, quoi. Des fois j'ai l'impression de lui faire du mal à venir la voir aussi souvent, parce que j'ai un frère qui est à côté d'elle, à 10 minutes, un quart d'heure, mais lui, il travaille, donc il vient 3-4 fois par semaine, mais il reste selon une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend, quoi. Et moi, quand je viens, je passe du temps avec elle, puis j'ai que ça à faire, de toute façon, je vais là-bas pour elle. Et du coup, j'ai l'impression que je la stimule tellement que, je lui fais du mal, quoi, parce que elle se rend compte de l'état dans lequel elle est, et elle a plus envie de vivre, quoi. Elle me dit, j'ai envie de mourir, ça m'intéresse. Vous la stimulez, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'essaye de lui... je lui amène des journaux, on regarde les journaux ensemble, c'est des journaux qui m'intéressent pas forcément, mais peu importe, j'essaye on parle un peu, on va dans le parc, je peux passer 1 heure avec elle dans le parc, moi j'ai le temps, mon frère, pas toujours le temps, mais moi je peux le faire. Et du coup, on regarde les oiseaux qui passent, les curés qui courent sur la pelouse, et tout, j'essaie de lui dire à chaque fois, tiens, t'as vu. Et voilà, et du coup, j'ai l'impression de faire bien, et en même temps, je me dis... Après, elle retourne dans son truc où c'est une femme qui se retrouve, quoi, qui voit dans quel état elle est. Et oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a encore toutes ses facultés intellectuelles. Quand elle revient bien, oui. Voilà, donc elle aimerait à ce moment-là pouvoir revenir à sa vie d'avant. Voilà, faire ses brioches. Et vous aussi, vous aimeriez ça. On entend toute votre nostalgie d'enfant, de petit garçon, de votre maman d'avant. C'est ce qui est. On a beau savoir que c'est inéluctable, c'est toujours difficile de voir vieillir ceux qui nous ont élevés, éduqués, aimés. Et que ça entraîne, on l'entend, de la tristesse et puis un peu d'insécurité, d'angoisse, parce que ça renvoie aussi à notre propre vieillissement au fond, et il y a de la culpabilité, c'est-à-dire au point de, vous voyez, vous dites, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois continuer à aller la voir? Oui, bien sûr. Oui, mais je pense aussi, oui. Parce que elle est heureuse dans ces moments qu'elle passe avec vous. Bien sûr, mais mon problème que j'ai, c'est que quand j'y vais, moi j'ai du temps à passer avec elle, parce que j'y vais 10 jours tous les mois ou 2 mois,
Et j'ai le temps et on passe du temps ensemble et je vois la différence entre le moment où j'arrive et le moment où je repars. Et donc après, elle est un peu chamboulée, déjà parce que je repars ce moment. Oui, bien et, sûr. Et puis parce que elle se rend mieux compte de l'état dans lequel elle est, où elle peut plus faire ce qu'elle faisait avant, quoi. Et du coup, je dis, est-ce que je lui fais du bien ou est-ce que je lui fais du mal, là, moi, je sais plus, quoi. Vous comprenez? Mais je pense qu'elle, vous lui faites du bien dans ce moment que vous passez ensemble, Oui. parce que ça la sort de cette routine qu'elle vit dans cette maison. Elle, déjà la joie de vous retrouver, de ce moment passé avec vous, et puis bien sûr la tristesse de vous voir repartir et de se dire que elle est renvoyée au fait qu'elle retourne dans cette routine et au fait que elle est maintenant dans cette maison et qu'elle sait bien qu'elle ne retournera plus chez elle. Oui. Il y a aussi ça. Donc, comme vous dites, il y a un deuil à faire de votre maman d'avant qui faisait ses brioches et autres. Elle aussi, elle doit faire le deuil de sa vie d'avant. Oui. Donc, il y a toujours cette nostalgie-là, puisque c'est ça qui est un petit peu compliqué. Oui, c'est ça qui m'embête, parce que avant que j'arrive, je l'ai au téléphone assez souvent, j'appelle 2-3 fois par semaine. Bon, je suis loin, elle est contente que j'arrive, mais elle est un petit peu dans sa vie, elle va au restaurant avec les autres, machin. Et quand je suis là, je passe du temps avec elle, voilà. Après, je repars, et quand je l'ai au téléphone, elle pleure, parce que elle dit, mais moi, cette vie m'intéresse pas, j'ai envie de mourir, qu'est-ce que je fais là, j'ai rien à faire là. Oui, mais elle vous dit ça, mais en même temps, c'est peut-être sur le moment. Parce que elle a cette tristesse, vous venez de la quitter, mais vous me dites que vous avez un frère qui est proche et qui vient la voir comme 3-4 fois par semaine. Oui, et lui, qu'est-ce qu'il vous dit quand il va la voir? Lui, on n'a pas le même caractère, alors, on n'a pas les mêmes relations avec maman. Donc, comment vous dire, lui, il trouve que ça va, quoi, qu'elle est... D'accord. Il la trouve. Il m'a dit l'autre jour, mais moi, maman, elle pleure pas avec moi, quoi. D'accord. Donc, vous voyez, c'est peut-être quand elle vous a au téléphone, d'émotion, de vous avoir, de vous entendre, Mais quand votre frère vient la voir, il ne la trouve pas comme ça, dans ce côté très déprimé, en disant... si elle disait vraiment qu'elle était dans une dépression, elle dirait tout le temps « j'ai envie de mourir, je veux en finir avec la vie ». Ça sera en continu. Et même quand vous venez la voir, elle ne serait pas animée comme elle l'est avec vous. Bien sûr, oui. Ça serait en continu. Oui, donc quand vous venez la voir, elle est animée. Vous semblez me dire vous la trouvez. Elle prend plaisir à ce que vous lui offrez, à la conversation que vous avez avec elle, aux journaux que vous lui présentez. Donc elle est présente. Oui. Hein? Donc ça montre bien qu'elle goûte le moment là passé avec vous. Donc ça veut dire que quand je reviens ici chez moi et que elle pleure au téléphone, je mets mon mouchoir dans la poche, quoi, et puis je me dis bon, ça passe. Oui, je pense que c'est vous et c'est normal, je comprends ça, c'est que c'est un petit peu c'est compliqué quand on est loin. Oui, bien sûr. Ça fait ça, vous l'avez dit, vous êtes loin, donc vous avez l'impression un peu de l'abandonner en repartant et de moins pouvoir la protéger. Oui, c'est vrai, oui. Mais la question, c'est de quoi? De réels dangers ou finalement un peu de vos fantasmes concernant la vieillesse, le temps qui passe, parce que au fond, et puis l'inéluctable, hein. C'est-à-dire l'avancée vers la mort. Alors que vous avez ces moments merveilleux de complicité. C'est vrai que vous la voyez moins que votre frère, mais comme vous le dites, vous avez de vraiment de merveilleux moments de complicité avec elle. Oui. Que j'avais pas avant, parce que ma maman était
une mère exécrable, quoi. Ah, écoutez, c'est très encourageant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont parfois des rapports un peu compliqués avec leur maman. Ben oui, non mais bon, après c'est ma mère, quoi, donc Oui, je la m'envoie jamais. Oui. Mais voilà, donc Oui. je me posais cette question, je me dis, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais aller moins longtemps la voir? Non, surtout pas. Oui, aussi, en même temps, je réponds ça, mais j'ai pas de je sais pas quoi mettre derrière cette réponse que je me fais, quoi. Mais si, vas-y, mais... Surtout pas. Je crois que c'est effectivement quand elle vous appelle, l'émotion mais je vous dis, c'est pas, puisque votre frère si c'était le cas, l'équipe, vous dites la maison dans laquelle elle se trouve est très bien, il vous en parlerait, aussi si votre maman était pas bien du tout. Ah oui. Vous voyez, et à ce moment-là, même à cet âge-là, on peut donner un traitement parce que souvent on oublie, mais il y a des dépressions chez les personnes âgées, très âgées, et on peut soigner évidemment la dépression chez les personnes âgées et avec une amélioration importante des troubles de l'humeur chez les personnes âgées. Enfin si, j'ai eu l'infirmière au téléphone, elle m'a bien confirmé qu'elle était agitée depuis mon départ, quoi. Donc, mais oui. Et après, ça doit passer. Pardon? Et après, ça doit passer. Ben oui, je dois être patient. Ouais. Oui, vous avez entendu, doit être patient. Je disais, ça doit passer aussi, oui, mais une fois que vous partez. Donc, je dois être patient. Oui, parce que c'est un peu... vous ne l'abondonnez pas, en fait. Non, c'est vrai. J'ai beaucoup de réactions pour vous qui arrivent au 7 39 21 qui dit Brigitte qui dit la situation est forcément un peu dure à accepter pour vous, mais votre mère a beaucoup de chance d'être entourée et d'avoir un fils aussi affectueux. Il y a Lali qui dit vous êtes très touchant et en plus vous avez une très belle voix. Ce qui est vrai. Il y a Cathy qui dit c'est une dépossession totale, un arrachement. Évidemment, alors je ne sais pas de quel côté, peut-être des deux d'ailleurs. Laïc qui dit beaucoup de résidents ont du mal à admettre cette étape. Il faut continuer à aller la voir. Ils sont si heureux quand ils nous parlent de leur enfant, donc ils travaillent dans une résidence forcément. Et puis Coco qui dit surtout continuer d'aller la voir. Ça lui apporte tellement de bonheur de voir son fils. First Lisa qui dit elle a beaucoup de chance d'avoir un fils tel que vous parce qu'elle revit quand vous êtes présent. Kiwi dit l'histoire de votre mère me rappelle celle de ma grand-mère. La vieillesse n'est pas simple à accepter, à vivre et c'est important que vous soyez présent et que vous l'entouriez. Avad, il y a d'avance de la nostalgie, pourtant c'est tellement précieux de lui laisser des moments à regretter. Pour vous aussi, il y a de la douceur dans cette amertume, dit Ava. Et puis il y a Sergio qui trouve votre témoignage très touchant. Il dit on entend le petit garçon qui parle de sa maman, notamment quand vous parliez de la brioche. Il y a également quelqu'un me dit je travaille en maison de retraite, tous les résidents s'ennuient à un moment, ils ont l'impression d'être inutiles, c'est triste mais c'est comme ça. Alors bon, à certains moments, il y a le subversif qui dit l'ancien, par moments, a ses tournures de petit enfant qui craint qu'on ne lui tienne plus la main, c'est compréhensible. Accueillez sa vulnérabilité. Et c'est ça que c'est ce qui est compliqué quand on a eu une maman aussi forte, aussi indestructible finalement à nos yeux d'enfants, de les voir finalement vulnérables et affaiblis. Ça entraîne de la tristesse et un peu un sentiment d'insécurité chez nous. Donc c'est vrai que c'est une étape un peu compliquée. Ouais, oui. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé des messages. Je trouve ça très touchant. Ah bien, écoutez, on a Aline qui est avec nous au 39-21. Je vous propose qu'on l'accueille. Aline est aide-soignante en gériatrie. Oui. Vous avez un petit peu de temps ? Ah, bien sûr. Bonsoir Aline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à votre... à Michel. dont j'ai oublié le prénom, veuillez m'excuser. Michel. Donc voilà, moi j'ai appelé parce que ça me touche particulièrement. Je vis ça au quotidien. Je suis aide-soignante donc en gériatrie depuis des années. Et quand
le monsieur se pose des questions, je l'entends particulièrement, à savoir que quand il va voir sa maman, elle est toute bien, et quand il s'en va, elle est mal et elle pleure. Je ne veux pas faire un rapprochement immédiat avec un enfant, mais c'est les deux extrémités de la vie. Et quand on laisse un enfant, il pleure, en effet, quand sa maman s'en va. Et là, c'est, je vais dire, un peu pareil, sans vouloir mettre une personne âgée dans le... Comment dire ? Dans la pédiatrie, bien entendu. Mais ce que je disais au téléphone au standard, ce que je disais du fond du cœur, je vous en prie, ne cessez pas d'aller là. Ah non, mais je vais pas... Oui, on n'a pas le sentiment en même temps, hein, non, Michel, non. on vous sent très affectueux et très tendre hein, vis-à-vis. Non, je vous en prie, parce que, s'il vous plaît, c'est enfin bon, je vais pas vous supplier, je suis pas là pour ça. Ah non, mais j'ai pas juste l'intention vous de donner un pousser, petit avis d'aide-soignante, aussi humble soit-il. Mais bien sûr que quand elle vous voit partir, après elle est chambourlée, comme vous dites, parce qu'elle doit retrouver une certaine vie avec les autres résidents, une certaine routine, entre guillemets. Mais les moments que vous passez, puisque vous avez du temps, les moments que vous passez avec elle, ils sont précieux, et pour elle, et pour vous. Bien sûr, oui. Et quand elle sera plus là, excusez-moi de dire ça, mais bon, quand elle ne sera plus là, vous aurez tout ça dans le cœur qui sera merveilleux. Je vous assure que, je vous le dis du fond du cœur, l'ayant vécu moi-même vers mon papa, et puis ensuite, de par mon métier, si vous voulez, de par ma fonction. Parce que, bon, on le voit souvent quand les familles s'en vont, eh bien, les gens sont chambourlés, en effet. Ils savent plus bien où ils sont, ils savent plus où ils en sont, ils se demandent si leur maison est encore là, est-ce qu'ils habitent encore là, est-ce qu'ils sont encore là, ils sont perdus, entre guillemets. Mais les moments qu'ils ont passés avec leur famille sont très précieux, vraiment très précieux, et puis je veux dire, c'est quelque chose d'intense, quoi, de passer des moments vers sa maman de la façon dont vous le faites. Et moi, je vous entends aussi avec plein de sentiments, avec plein de... Oh là là, j'arrive pas à trouver les mots. Plein d'amour, hein, ça s'entend. Ah oui, oui, plein d'amour. Tout à fait. Et là, ça émerge. C'est ce que dit d'ailleurs vraiment, Violaine, qui envoie un petit SMS pour dire j'imagine mon fils plus tard en entendant Michel et je me dis, sera-t-il aussi gentil? Oui, et moi aussi j'ai des garçons, et c'est vrai que je me dis des fois ça doit être drôlement difficile d'aller voir ses parents comme ça, et puis voilà, moi ça m'est arrivé aussi, et c'est pas du tout la même chose que d'y travailler, et pourtant ils sont... Ces personnes en fin de vie, entre guillemets, mais votre maman a l'air d'avoir encore beaucoup de ressources. Oui, et les moments que vous passez avec elle, à parler de choses et d'autres, ne serait-ce que des petites choses qui vous paraissent peut-être anodines, mais c'est des moments extrêmement précieux, je le répète. Je peux pas... vous nous l'avez dit, en tout cas, c'était vraiment très important. Précieux, et puis, comment dire, ça lui redonne pendant un moment... ça lui redonne la joie de vivre, même si après ça s'entend aussi en ayant travaillé toute sa vie pour les autres, en ayant travaillé, ne pensant pas beaucoup à elle, ça s'entend aussi que quand elle se retrouve dans ce milieu où elle vit, certes, mais ça s'entend aussi qu'elle ait envie de retourner chez elle, qu'elle ait envie de recommencer à faire des choses pour les autres. Mais est-ce que dire au moins, quand je suis près de toi, au moins tu me donnes plein de choses. Toi aussi, je sais pas, c'est juste comme ça. C'est pas quelque chose de, c'est même pas un conseil. C'est un ressenti. Mais ce que vous disiez, je disais pour conclure, mais Michel, au fond, vous disiez de votre maman, ça n'a pas toujours été, c'était une forte femme, et en même temps, du coup, parfois, pouvait se montrer certainement assez dur. Vous aviez dit, je sais plus le terme que vous avez utilisé, qu'elle pouvait se montrer. Oui, c'est ça. C'est pas acariâtre que vous avez dit. Non, elle avait un caractère assez fort, oui. Assez fort, mais je sais plus le terme. Bon. Et au fond, on peut développer comme ça, avec l'âge, devenir un peu parent de ses parents et développer envers eux une tendresse qu'on n'aurait peut-être pas cru possible quelques années plus tôt.
Hein. C'est aussi, il y a aussi des choses positives dans ces moments de vie là. Ah, bien sûr, oui, je lui ai pardonné tout ce que j'ai pas aimé quand j'étais plus adolescent ou autre. Oui. Parce que, Oui. c'était pas une génération. Mais oui, parce que les voir finalement fragiles et affaiblis, on comprend que ils changeront plus. Et puis à ce moment-là, on baisse la garde, hein, on arrête de leur demander ce qu'ils peuvent pas, ce qu'ils n'ont pas su nous donner. On arrête d'être dans une demande comme ça de reconnaissance, de réparation. On les prend vraiment tels qu'ils sont. Ça, c'est vraiment, si je peux me permettre, Caroline, c'est vraiment réel. Il faut plus leur demander d'être ce qu'ils étaient, puisqu'ils ne peuvent plus. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent plus. Mais c'est vrai que le moment qu'ils passent avec elle, il me semble qu'elle lui donne aussi quelque chose. Elle lui donne certainement... ma question au départ est... à d'autres moments de la vie, parce que justement, elle était occupée, tellement affairée à faire des choses. Est-ce qu'elle aime encore? Je peux me permettre de vous poser une question? Est-ce qu'elle voit encore suffisamment, ou est-ce qu'elle se sert de ses mains encore suffisamment à son âge pour pouvoir éventuellement tricoter? Ah non. Non, elle tricotait beaucoup, mais elle faisait de la pâtisserie. Parce que ça aurait été, effectivement, moi je vois quelques personnes qui font quelques mailles, et c'est un vrai bonheur, quoi. Je veux dire, parce que ça paraît anodin, ça paraît peut-être désuet, mais non, parce que ça leur rappelle ce qu'ils ont fait eux aussi. Bien sûr, oui. Ouais, mais si elle peut plus, bien entendu, j'entends ça. À 98 ans, on a perdu certains de ses facultés, je l'entends parfaitement. En tout cas, bravo. Elle est intéressée par les jeux, quel que soit, faire des lotos et tout ça, ça n'intéresse pas trop, quoi. Donc, bon. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre appel, Michel. En fait, au départ, moi, ce que je me disais, c'est est-ce que je vais trop, parce que... Non, mais je sais bien. Non. Et puis, en fait, la réponse que j'attendais, parce que je sais que j'irai pas moins. Mais je suis content d'avoir entendu plein de gens me dire que, il faut que je continue comme ça, quoi. Oui. Même si j'ai un peu de peine quand je comprends. Je rentre chez moi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Et puis merci à tout le monde. Merci Aline. Au revoir. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Oui, je suis très heureuse d'entendre des personnes qui réagissent de cette façon-là. Ça fait très chaud au cœur aux soignants, et qu'il essaye de parler avec l'équipe soignante, ça lui fera du bien. Oui, Merci de vos conseils, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche sur Europe 1. Ridan, Ulysse. C'était Laïka tout à l'heure qui m'avait envoyé un petit message au 7 39 21 qui travaille dans les maisons de retraite et qui en envoie un autre pour dire tellement de personnes âgées sont seules, il faudrait un peu plus de Michel. Et First Lisa dit moi aussi j'espère que mon fils plus tard sera comme ce monsieur. Il y a Olivier, alors sans transition, qui me dit il y a quelque temps vous aviez consacré une émission au petit bonheur. Alors je vous explique, aujourd'hui nous étions en grève sur l'autoroute et avec mes collègues, nous avons organisé des opérations péage gratuits. Et oui, départ de week-end, en plus il fait très beau. Et bien finalement, pour tous ces automobilistes, leur petit bonheur du jour, c'était peut-être de passer 1 voire 2 péages gratuitement. Bon week-end à vous tous, vous êtes peut-être sur la route actuellement, nous dit Olivier le patrouilleur, et vous avez peut-être pu bénéficier de ces péages gratuits grâce à ces grèves. Voilà. Allez, on accueille Angélique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je me suis permis de vous appeler concernant un problème que j'ai rencontré. Enfin un problème, voilà, oui, tout simplement. L'année dernière, j'ai dû partir parce que mon ex-ami m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Donc j'avais fait 2 mutations pour lui. Je suis partie, j'ai fait une mutation dans un autre établissement hospitalier où je travaillais. Oui. Et lundi dernier, j'ai appris qu'il est parti parce que, si vous voulez, j'ai appris qu'il m'a quitté pour ma collègue, ma voisine de palier et mon amie. Voilà. Et donc là, j'étais quand même assez effondrée. Et je me dis comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un. J'avoue que je suis quand même assez consternée. Je trouve ce comportement odieux.
Donc c'est vrai que c'est très dur d'exorciser sa douleur. Moi, j'avoue que j'étais très en colère après elle. Hein. Oui, plus après elle finalement. Après les deux, parce que si vous voulez, je trouve qu'il y a eu aussi mensonge, parce qu'il m'a dit qu'il me quittait pour personne alors qu'il était avec elle. Hein. Donc ça, je trouve ça très difficile. Je pense que s'il m'avait quitté pour aller avec quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais plus accepté. Mais là, c'est une collègue de travail, une voisine de palier qui était très souvent venue avec nous, et voilà, et en plus une amie. Donc enfin moi je sais pas si on peut construire le bonheur de quelqu'un d'autre sur le malheur de son ami. Enfin moi ça me paraît quand même assez difficile. Et ça fait 1 an que vous n'êtes plus ensemble? Ça fait 1 an et je l'ai appris que lundi dernier, et je m'en doutais un peu. Mais donc pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous continuiez à avoir des liens avec cette personne, enfin avec cette femme? Non, pas du tout, parce que de toute façon, quand l'année dernière, si vous voulez, il m'a annoncé la rupture. Moi, je suis partie en 3 jours. C'est un monsieur qui travaille dans l'armée, hein, dans l'école de gendarmerie. Oui. Donc c'est un monsieur, si vous voulez, qui avait un logement de fonction, donc il m'hébergeait gratuitement. Oui. Donc il m'a annoncé ça un vendredi soir. Donc je suis partie dormir à l'hôtel. Et le samedi, je travaillais parce qu'évidemment, dans le milieu médical, on travaille aussi le week-end. Mmh. Et après, j'étais obligée d'être en arrêt le samedi soir, et le dimanche, je retournais chez moi dans ma région pour chercher d'autres travail. Donc j'ai été errante pendant 3 semaines, de famille en famille, où j'avais tout perdu. Et là, après, j'ai réussi à trouver du travail. Mais voilà, pendant ce temps-là, où j'étais en arrêt de travail, où j'avais plus rien du tout, quoi. Mais donc vous n'aviez plus de lien avec cette femme, parce que vous me dites que c'était votre amie, mais à ce moment-là vous n'aviez plus de lien. À ce moment-là, quand moi je suis partie, j'avais un lien avec elle, mais quand je suis revenue après pour refaire mes paquets, bon, la première chose qu'il m'a demandé, si j'avais trouvé tout le travail, à chaque fois c'était pour ça. Et je lui disais, oui, et quand est-ce que tu déménages? Et voilà, et j'ai voulu dire au revoir à cette dame. Elle a été odieuse avec moi. Et là, je me suis dit, de toute façon, ça y est, elle t'a trahi. Et il y avait une dame qui m'avait dit, de toute façon, je l'ai vue dans une voiture avec ton ami. Et mes collègues m'avaient dit, de toute façon, Marie, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bizarrement, elle t'a piqué ton mari. Donc vous le savez depuis 1 an, en fait. Mais je le savais sans le savoir. Là, je viens d'avoir la confirmation, mais c'est extrêmement douloureux, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, mais comment, en plus qu'elle m'avait dit, je te jure sur la tête de mes enfants, que c'est pas mon style d'homme, voilà, il se passera jamais rien entre nous. Et l'autre jour, quand je lui ai dit, écoute, là, elle a été très très méchante avec moi. Elle me dit que j'étais une malade, qu'il fallait que je regarde ma vie, enfin voilà. Alors qu'elle. Et parce que vous aviez entre-temps continué à avoir des liens pendant cette année-là? Pas du tout. Non, quand même pas. Si vous voulez, moi, je suis restée très liée avec sa famille. Avec la famille de ce monsieur? Oui, je suis restée très liée avec sa famille, ses cousins, ses oncles et tout ça. Et voilà, moi, j'avais pas de raison de couper la relation, étant donné que je m'entendais bien avec eux, quoi. Mais lui, c'est un monsieur qui est instable. Depuis combien de temps étiez-vous avec lui? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et j'ai fait 2 mutations quand même pour lui, et je me suis énormément investie auprès de ses enfants. Et voilà, et auprès de sa maman qui a été malade. S'il écoute, écoutez, moi je me sens pas du tout malhonnête. S'il écoute, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ses enfants. Par contre, cette femme, si Pourquoi vous dites ça? Vous l'avez appelé? Vous avez envie qu'il écoute? Non, je n'ai pas du tout envie qu'il écoute, mais si on vient lui dire, mais ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai rien à me reprocher, voilà. S'il peut construire le bonheur avec cette femme, je doute de faire cette chose-là d'une manière aussi malpropre et malsaine. Voilà, mais je pense comme il a déjà fait ça auparavant avec une autre, donc voilà, je suis pas surprise. Mais croyez-moi bien, ça fait très très mal, et j'invite donc aux gens qui m'écoutent à être très très prudents sur les relations qu'on peut avoir, notamment avec des amis qu'on croit aussi être votre ami et qui vous trahit au plus profond de vous-même. Oui, enfin pour autant, heureusement, on ne peut pas faire de généralité. C'est quand même très. Ça fait très mal, bien sûr, mais on ne peut pas. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus difficile parce qu'il y a double trahison. Mais c'est
compliqué quand on est quitté et que l'on est quitté pour quelqu'un que l'on connaît et que c'est une amie avec qui on échange, en qui on a confiance, à qui on a parfois parlé de son intimité, bien justement. Sûr, et donc on se dit qu'elle a pu profiter de ce que l'on a pu confier pour finalement nous abuser, se servir de certaines choses, même pour finalement, justement nous trahir. Mais quand vous dites il faut se méfier de nos amis, non, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on vivrait dans un état de méfiance permanente et donc on ne va pas pour autant sombrer dans la paranoïa. Maintenant, je comprends que compte tenu de ce que vous vivez, vous soyez extrêmement blessé et qu'il vous faut un petit peu de temps pour vous en remettre parce que c'est une blessure. Bien sûr. Mais en plus que cet homme a brisé beaucoup de choses en moi parce que depuis je fais plus, c'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais j'ai du mal à faire confiance à un autre homme parce que lui a brisé des choses en moi, quoi. Voilà, tout simplement. Oui. Mais bon, c'est vrai que moi, là vraiment, j'ai pris vulgairement une gifle. Oui, bah bien sûr, parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que déjà, il y a cet homme qui vous retire son amour, mais vous, ça ne vous enlève rien à votre valeur. Et puis, il y a d'un côté cet ami qui vous trahit. Donc, bien sûr que ça fait beaucoup. Et que c'est extrêmement... qui vous insulte. Donc, je trouve que oui, mais vous savez, justement, quand on se sent coupable, souvent on agresse, hein. Là, elle m'a dit que j'étais malade, que je l'inquiétais. C'était grand-tante s'inquiétait de moi. Enfin, je sais pas. Et lui, de toute façon, la meilleure défense, vous savez bien, c'est l'attaque souvent, hein. Donc c'est pas un hasard non plus. Oui. Si elle s'est montrée lui aussi a fait agressive. La même chose, hein. Lui a fait. En plus, si vous voulez, cet homme, moi, je l'avais rencontré. C'était l'ami de mon beau-frère. Donc je l'avais rencontré comme ça, et comme c'est quelqu'un qui ne peut pas se défendre tout seul, il a toujours besoin d'une personne, d'un tierce, il a téléphoné, voilà, mais il a dit que de toute façon, que c'était le destin de rencontrer cette femme, je sais pas. Oui, ça on s'en tire avec une pirouette. Oui. Oui. Donc c'est trop facile de dire des choses comme ça, quoi. Je veux dire. Mais alors c'est vrai que. Alors, je vais dire ce que je vais dire pourrait paraître contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour autant, parfois, il peut arriver que quand ça peut arriver dans les amis. Alors, je disais tout à l'heure, on va pas se méfier de ses amis non plus, parce que sinon on ne vivrait plus. Mais dans l'entourage, il peut arriver que dans l'entourage comme ça, il puisse y avoir des rivalités, parce que une personne qui est très présente comme ça, il peut se mettre en place un jeu de séduction et à la faveur par moment d'un concours de circonstances, de quelque chose, il peut se créer une relation, un passage à l'acte et ce sont des choses qui arrivent, et qui sont toujours vécues évidemment de façon extrêmement douloureuse. Parce que l'infidélité, le fait d'être quitté est déjà en soi une blessure narcissique très profonde, mais alors en plus, quand c'est pour quelqu'un que l'on connaît et que l'on connaît intimement, en qui on avait accordé sa confiance, là c'est vraiment très dur. Ah bah non, mais c'est parce que horrible, quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, après tout, on ne peut pas, on n'imagine pas, on ne sait pas qui est cette personne, mais quelqu'un à qui vraiment, on avait créé un véritable lien, une véritable intimité, on se sent complètement bafoué. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de mots. Enfin, moi, quand je l'ai appris, mais je me suis complètement effondrée. D'ailleurs, là, je suis en arrêt de travail. Mais ouais. Vous dites, mais c'est quoi que je veux dire? En plus, non, mais de toute façon, il m'intéresse pas. C'est pas ce style d'homme. Et après que vous savez qu'elle va dormir, vous avez dormi. Enfin, c'est terrible. Enfin, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Moi, je m'imagine pas un instant faire ça à quelqu'un, quoi. Je trouve que c'est la chose la plus odieuse. Alors, c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais je me dis aussi, cette femme qui construit son bonheur sur mon malheur, je trouve ça, mais
faut vraiment avoir aucune morale, quoi. Mm. Aucune morale. Je peux pas fonctionner comme ça. Je pense que je suis trop relationnelle et trop entière pour fonctionner, pour jouer avec les sentiments des gens. Je trouve que c'est jouer avec les sentiments des gens et on n'a pas le droit. Vous êtes peut-être très bien structuré, vous n'êtes pas dans une position comme ça de rivalité. Elle a peut-être des comptes à régler comme ça avec les femmes, vous ne savez pas, effectivement, vous ne fonctionnez pas comme elle. Non. Et comme lui. Pas du tout. Je préférerais souffler en silence et de dire de toute façon, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit, c'est très malhonnête, mais voilà, quand vous entendez dire que c'est le destin, c'est trop facile. Non, oui, c'est une pirouette, ça. Oui, donc voilà, il faut vous éloigner, il faut que vous pensiez vraiment maintenant à vous remettre de tout ça, et effectivement prendre plus de distance possible par rapport à eux, parce que effectivement vous éloigner de leur influence, pas être amené à les croiser, voyez, et éviter de penser. Loin, si vous voulez, mais ça c'est important. C'est très dommage que ce monsieur, parce qu'en plus c'est un homme qui fait. Quand vous savez le métier qu'il fait et quand on enseigne la tolérance et le respect et qu'on n'est pas capable de la pratiquer, je trouve ça un peu ignoble quand même. Ah oui, mais ça, vous savez... Voilà, quand on est instructeur en école de gendarmerie et qu'on enseigne la tolérance et le respect et qu'on n'est pas capable Voilà, donc là, ça me fait un petit peu sourire quand même. Donc, voilà. Oui, mais ça, vous savez, il y a parfois... une différence entre son personnage et sa personne. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et des petits messages d'encouragement. Il y a Brigitte qui dit « C'est d'autant plus violent que vous avez ressenti une double trahison. Il va vous falloir compter sur le temps pour encaisser tout ça. Bon courage. » Et puis, un autre First Lisa qui dit « Ce monsieur et cette pseudo-amie ne vous méritent pas. Oui. » Et puis également... le subversif qui dit on méprise votre amitié, on bafoue votre amour, mais votre valeur ne s'en trouve amoindrie que si vous la laissez choir. Donnez-lui de la soutenir en parlant peut-être, on vous sent un petit peu aidé. Sergio qui dit double trahison, ça fait mal je présume. Bon courage, il vous faut peut-être une bonne grosse colère. Mais je veux pas vous dire, j'étais odieux, je l'ai traité de tous les noms au téléphone et je ne regrette pas. Bon. Je devais passer cette colère. Bon. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, voilà, il faut passer à autre chose parce que c'est pas entretenir ce lien avec eux. C'est parce que c'est ça, vous perdrez de l'énergie à ça, ou en tout cas l'exprimer, si vous avez besoin d'exprimer de la colère, mais pas auprès d'eux. Parce que c'est une façon de maintenir un lien avec eux. Mais j'ai surtout... Donc si vous avez à exprimer de la colère, c'est en parlant, peut-être en ayant quelques séances en thérapie, mais pas avec eux directement, parce que c'est maintenir un lien avec eux. Vous allez remonter la pente, comme le dit Lali, là, qui vous envoie un message d'encouragement. C'est gentil. Ça prend du temps, mais pas en ayant un contact avec eux. Mais de toute façon, cet homme est très matérialiste et elle est pareille, donc je pense que ça va faire un très joli duo. Bon. Mais vous allez détacher. Je sais que c'est compliqué, Vous voyez, c'est évidemment dans votre tête, tout est encore, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'insupportable. Vous ne parlez que d'eux. Et puis petit à petit, vous allez voir, Angélique, vous allez revenir à vous. D'accord, c'est gentil. Ils vous ont, vous êtes dans cette blessure vive là, c'est bien compréhensible. Et puis petit à petit, écoutez, laissez-les à leur vie, et puis vous allez reprendre le cours de la vôtre. D'accord, mais écoutez, s'il y a des gens qui veulent me soutenir après, j'obtiendrai volontiers leur... Ce que dit Isabelle, après tout, ce qui suivra la colère sera peut-être paix et joie d'être allé obligé sur d'autres routes. C'est ce qu'on vous souhaite, écoutez, ma chère Angélique. Oui, bonne route à vous alors. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Allez, au revoir.
Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 1h15. Hein. C'est l'heure où vous allez retrouver un spécial Taratata consacré à Johnny Hallyday. Des messages là qui arrivent pour Angélique au 739 21 Willy qui dit va vous falloir reprendre confiance aux hommes mais à dose homéopathique, j'ai envie de dire, et reprendre confiance aux femmes aussi, parce que Angélique, finalement, il faut qu'elle reprenne confiance petit à petit après cette double trahison. Pour l'heure, nous allons tout de suite accueillir Cathy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire, Caroline, je suis très émue de vous parler parce que je vous écoute assez souvent le soir, peut-être pas aussi tard, mais bon, toujours avec beaucoup de plaisir, et je suis toujours vraiment surprise de la, comment dirais-je, de la justesse de vos propos avec les auditeurs, et enfin voilà, bon, Merci. C'est très fort. Voilà. Donc moi, je vous ai appelé ce soir en fait pour peut-être avoir un petit conseil, si vous le voulez bien. Je suis quelqu'un, bon, comment dirais-je, au niveau boulot, j'ai pas de soucis. Au niveau amical, ma foi, ça va, ça peut aller. Bon, j'ai eu pas mal quand même d'embûches dans ma vie, hein, pour vous brosser un tableau un peu rapide. J'ai pas eu une vie facile, essentiellement au niveau des sentiments, au niveau sentimental. J'ai 49 ans et j'ai pas beaucoup eu de chance de ce côté-là. Bon, je suis divorcée, j'ai une fille de 15 ans et j'ai eu des graves soucis avec son papa, on va dire, envers moi pour maltraitance et psychologique. D'accord ? Voilà, on est séparés depuis 2006, on s'est séparés quand mon papa est décédé, en fait, voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai rencontré des hommes, en fait, j'ai pas eu de chance parce que j'ai rencontré des gens qui me convenaient pas, avec qui j'ai quand même entretenu une relation pendant un certain temps, espérant que ça allait s'arranger, marcher. Bon, puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. À savoir que je fais un travail de thérapie et c'est un petit peu comme un puzzle. J'arrive à comprendre certaines choses, pourquoi j'ai loupé ma vie sentimentale, pourquoi il y a des choses qui sont mal mises en place, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, petit à petit, l'oiseau fait son nid et j'avance peut-être pas très vite, mais... Et puis il est un peu tôt pour dire que vous l'avez loupé. Parce que après tout, elle n'est pas finie. Il est un petit peu tôt pour dire que vous avez loupé votre vie sentimentale parce qu'elle n'est pas finie. Oui, enfin bon, j'ai quand même 49 ans. Je trouve que j'ai quand même passé beaucoup d'années un petit peu à galérer de ce côté-là. Alors vous avez, vous avez eu des déboires, des relations difficiles, mais pour autant, vous travaillez à faire en sorte peut-être que les relations avec les hommes soient moins compliquées. Oui. J'essaye de comprendre pourquoi je me suis engagée dans des relations un peu répétitives, hein, finalement, qui n'étaient pas pour moi et qui me convenaient pas. Donc là, je travaille ça avec une dame avec qui je parle bien et qui m'écoute, qui parle peu sur le coup, mais qui pose aussi les bonnes questions justes. Donc ça m'aide à avancer. Bon, toujours est-il que si par exemple il y a quelqu'un, un simple copain qui m'intéresse pas entre guillemets pour une vie sentimentale, là je vais savoir être cool, envoyer des textos, des petits mots gentils, des petites affections gentilles, voilà. Et ça se passe bien. Et quand je rencontre quelqu'un qui pourrait me plaire, je suis un peu pétrifiée, un peu médusée et je perds tous mes moyens. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré, et ça m'arrive, Dieu sait si ça m'arrive rarement, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. Mais vraiment beaucoup, j'ai vraiment un coup de cœur, que ce soit physiquement. Et puis après, on est allé manger nous 2 fois au restaurant, en discutant. Bon, c'est quelqu'un d'assez éclectique, comme moi, et finalement, on a parlé de tout, de rien. Ça pouvait être aussi bien de musique, de choses superficielles que de choses plus intellectuelles ou culturelles. Enfin bon, pour moi, c'était un vrai bonheur. En plus, physiquement, c'est vrai qu'il me déplaît pas. Donc, a priori, il semblerait qu'il soit libre. Je n'en sais pas plus. Bon. Et
comment dirais-je, le hasard fait que nos deux familles se connaissent un petit peu, si vous voulez, parce que je fais partie d'une association, donc je connais ses parents, et c'est par le biais de ses parents, mais c'est un pur hasard que je l'ai rencontré, si vous voulez. Ses parents sont bien plus âgés que moi, et cette personne, ce garçon, a le même âge que moi. Bon, donc on s'est rencontrés un soir par une soirée qui est organisée par cette association. Bon, il se passe qu'il était sur la région à ce moment-là. On n'habite pas tout à fait à côté. Bon, enfin, on est à 1h30, 2 heures de distance. C'est pas tout près, mais enfin, c'est quand même tout à fait faisable. Et voilà, donc on s'était déjà croisés une fois ou deux. Et puis là, le hasard a fait qu'il n'a pas pu rester. On s'est téléphoné. Je me suis arrangée pour le revoir il n'y a pas très longtemps en passant pas très loin de chez lui, voilà. On a passé une après-midi ensemble, mais vraiment exquise, vraiment, il n'y avait pas d'autre mot. Bon, il m'a proposé de rester, mais bon, en tout bien, tout honneur, et je devais rentrer chez moi parce que j'avais un repas d'organiser, que j'ai le sens de l'engagement, donc je voulais pas annuler ou reporter ou quoi que ce soit. Bon, voilà, je voulais pas, si vous voulez, déroger les projets que j'avais. Bon. Et puis, j'ai quand même insisté en disant que j'étais seule, que j'étais en vacances. Oui, oui. Et je lui ai dit, mais écoute, si tu passes donc dans la ville où je suis, viens voir tes parents, ça me ferait plaisir que tu m'appelles et puis qu'on aille manger un petit morceau. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il m'a envoyé un texto. Enfin, il a l'air d'être texto, mais plutôt laconique. Donc, on s'est retrouvés. On est allé manger un morceau ensemble et puis pareil, on s'est vu à 9h du soir et il m'a raccompagné gentiment chez moi à 2h30 du matin. Parce qu'on est allé au resto, le resto a fermé, on s'est trouvé à la porte, on est allé boire un pot quelque part, après on s'est retrouvé plus ou moins dans une boîte, mais en fait pour rediscuter. Et bon, oui, vous n'arriviez pas à vous quitter. Oui, exact, exact. Mais voilà, bon, il a fait aucune allusion qui soit plus... Oui, mais enfin, vous retardiez, vous repoussiez le moment de vous séparer quand même. Ah oui. Oui, enfin, en tout cas même, pour moi, puis lui, même foi, pour lui aussi. Écoutez, s'il avait voulu... Oui, il aurait pu évidemment. Oui. Et puis bon, en parlant, pourtant on se connaît pas beaucoup, il m'a dit aussi qu'il faisait une thérapie. Il m'a dit, tu vois, j'ai conscience que j'ai réussi dans la vie, mais j'ai pas forcément réussi ma vie. Oui. Bon, donc c'est un discours que j'entends et il s'est confié, voilà, que ça n'avait pas été une réussite non plus au niveau de sa vie privée, mais il m'en a pas dit plus. Donc je ne sais. Mais ce qui est pas mal, ce qui est, je trouve, pour des rencontres comme ça, au fond, tant mieux qu'il ne vous ait pas chargé de cela aussi. Voilà, donc là j'ai eu un rôle un peu d'écoute, de confidente, qui me déplaît pas non plus, et je pense avoir une bonne oreille aussi, donc il y avait du répondant, si vous voulez, vous voyez, bon, et ça me parle, bon. Et puis c'est il a beaucoup de choses pour vous plaire, décidément, cet homme. Beaucoup. Et puis il m'a raccompagnée à la maison gentiment. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, demain, on peut se retrouver parce que, on avait parlé de choses à visiter au niveau artistique, tout ça. Je lui ai proposé donc une visite, puis il m'a dit, non, je peux pas, j'ai des choses à faire. Bon, mais écoute, après ça, je retourne chez moi. Écoute, à plus tard. J'ai dit d'accord. Et le lendemain, j'ai envoyé un petit texto, mais c'est là où je deviens empruntée. Cathy, je vais devoir vous bousculer un petit peu parce qu'on me dit que Taratata, c'est aux alentours de 14, donc je ne sais pas, je sais pas, vous avez une question particulière? En fait, la question, c'est que j'ai envoyé un texto pour effectivement lui dire que j'avais passé une bonne soirée, à réitérer s'il était OK. Il m'a donc noté, bien sûr que je suis OK pour une autre soirée sympa. Bon, ça fait 8 jours et j'ai pas de nouvelles. Et ma question, elle est là. Je me dis, est-ce que je laisse venir à moi ou est-ce que je relance? Et ça, mon père m'a toujours dit dans le temps, il faut pas relancer, tu vois comment tu es. Bon, oui, mais on n'est plus dans le temps. Voilà, et j'ai plus confiance en moi par rapport à ça. Lorsque quelqu'un me plaît, comme je vous disais, je suis un peu pétrifiée. Je sais pas si je dois aller de l'avant. Bien sûr, vous pouvez lui envoyer un texto pour lui proposer. Ouais, il faut encore que j'attende quelques jours. Mais pourquoi attendre? Parce que j'ai peur de faire du rentre-dedans et puis de passer pour quelqu'un qui va à tout prix se caser ou n'importe quoi. Mais pas du tout. Mais pourquoi se caser? Quel affreux mot. Justement, et ça aussi, ça date, c'est dans l'ancien temps. Pourquoi pourquoi voudriez vous caser? Pourquoi voulez-vous que cet homme pense que vous voulez vous caser? Pas du tout. Vous avez passé des moments très agréables avec lui. Oui. Vous lui envoyez un texto en disant
en lui proposant un dîner, un verre, est-ce qu'il serait disponible, voilà, sans en faire des tonnes. Et comme ça, il vous répond, il est disponible, il n'est pas. Mais pourquoi attendre ? Lancez-vous, il faut oser, Catherine. Lancez-vous, Cathy, parce que franchement, attendre comme ça, c'est, vous savez, il vaut mieux rester sur. Ça aussi, j'ai envie de dire, ça fait un peu partie de votre thérapie, d'oser prendre des initiatives. On n'est plus autant de votre papa. Ça vous enlève rien, vraiment. Oui. Je pense vraiment, hein. Osez, peut-être que lui, cet homme n'ose pas le faire et ça serait dommage d'attendre chacun de votre côté. D'accord, ok. D'accord, c'est gentil. Surtout si vous passez d'aussi bons moments avec cet homme. Oui, tout à fait. Au revoir, Cathy. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci de votre gentillesse. Au revoir. Au revoir. Très belle nuit. Très belle nuit à vous, à l'écoute de Taratata. Excellent week-end. Profitez bien. Je crois qu'il s'annonce très beau. On se retrouve lundi, je l'espère. Je vous embrasse fort. Et c'est tout de suite Taratata spécial Johnny Hallyday.